Et c'est non négociable cette affaire-là. Enfin, je vois bien que j'ai passé une grande partie de mon enfance, de mon adolescence, ma vie de jeune adulte à faire des choix qui ne me respectaient pas, à subir des environnements qui me respectaient peu ou pas en fait, et à tolérer de m'y conformer. Euh, Aujourd'hui, c'est terminé. Et je le dis pas depuis un endroit où j'ai de la colère. Non, non, c'est terminé parce que c'est juste plus du tout recevable que ça puisse être le cas d'une manière ou d'une autre, quoi. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Nicolas Aignon, formateur, adepte du développement personnel radical, entrepreneur, père, formé à la CNV, compagnon, explorateur des possibles humains, hacker d'aquarium, adepte de respiration holotropique, enseignant maison, détecteur de zones de génie, mais également homme sensible, à la fois perché et pragmatique, et surtout déterminé à ne pas être défini de façon fixe. Bonjour Nicolas, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, et merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir, j'ai cité beaucoup de casquettes, d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties. Cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles, et qu'on pourra en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. J'en arrive à ma première question pour toi, Nicolas. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle te dit, là, tout de suite ? Sensibilité, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit de la joie. Elle me dit quoi comme joie? Elle me dit de la joie à deux niveaux. Joie dans la période en cours, là où il y a beaucoup de fluidité. Et une belle contribution au monde. Là, avec ma femme, on adore vraiment ce qui se passe en ce moment. Et puis de la joie d'être avec toi, et puis de me laisser porter par le menu de questions, si j'ai bien compris, que tu as concocté, et puis de voir où est-ce que ça va nous emmener. Cool. Eh ben, on va échanger ensemble sur un thème qui est à la fois large et précis. La question suivante, c'est quoi être un homme aujourd'hui ? Évidemment, il existe autant de réponses que d'hommes, mais je tenais à vivre le voyage qu'impulse cette question avec toi, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai eu l'élan de t'inviter en t'écoutant prendre la parole avec une liberté et une sincérité peu communes. J'ai été touché par ta posture, ton pragmatisme et ton intensité. J'irais même jusqu'à dire que je me suis senti inspiré par ta façon d'être un homme, ce qui, je te l'assure, est quelque chose que je ressens rarement. De mon côté, je suis père depuis seulement quelques mois, ce qui fait de moi un jeune père assez vieux. Mais en tout cas, je pensais avoir attendu suffisamment de temps pour me sentir ancré et solide à ce poste, tout en ayant l'intuition que rien peut vraiment préparer à cette expérience avant de la vivre concrètement. Et j'ai découvert que même en ayant attendu la quarantaine, j'avais du mal à me sentir pleinement homme et pleinement père, pour plein de raisons qui me sont personnelles. J'avais jusqu'à maintenant aucune envie d'en devenir un, de père, il y a très peu de temps. Et je dois dire que j'y suis plutôt bien arrivé. Donc, pour te résumer mon parcours de la façon la plus concise possible, je suis passé d'une posture de refus d'incarnation à celle de jeune homme heureux d'être en vie, ce qui a déjà demandé beaucoup de travail, d'investissement et de créativité. Mais en devenant père, je vois bien que tout mon être aspire à une bascule progressive et radicale du jeune homme vers l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai l'élan profond d'échanger autour de ce sujet passionnant. Nous allons entrer dans le subtil par la suite, mais je serais intéressé d'avoir ta réponse spontanée à cette question large. Nicolas, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Évidemment, je me suis posé la question en préparant cet entretien. Ce qui est sorti de manière hyper claire, il est sorti choisir plutôt que subir. Et j'étais un peu surpris en fait que ce soit ça qui sorte, mais c'est sorti de manière évidente, puis sur tout un tas de facettes. Euh, alors c'est peut-être être un être humain en général, c'est peut-être être un homme. En tout cas, c'est ça le thème récurrent qui vient quand je me pose la question de plutôt que comment être un homme ou qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, quand moi je suis un homme depuis mon expérience avec mon vécu, ce que j'ai traversé, etc. Et donc c'est ça le mot-clé qui revient tout. Ok,
Ok. Ouais, ouais, j'ai reçu ta mind map que tu m'as fait parvenir hier dans la soirée, et j'ai vu que ce mot choisir était vraiment là, et choisir plutôt que subir, c'était le condensé, le résumé de ce que ça t'a fait toucher du doigt en te posant cette question. Et je me demandais, il y a une question qui est connexe à celle-ci et qui, moi, me paraît importante. Elle est connexe, elle sonne presque pareil, mais finalement, elle est assez différente. C'est, ça te fait quoi, à toi, d'être un homme aujourd'hui? Hmm. Réponse instantanée, un sentiment de puissance. Une puissance colossale même. Euh, que j'ai pas toujours vécu, que j'ai reconnecté ces 10-15 dernières années petit à petit, et qui m'était complètement interdit avant. Ça, c'est clair et net aussi. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, résumer une phrase, c'est boum, c'est ça qui vient instantanément. Ouais, donc le sentiment de puissance, est-ce que justement, alors si on va un peu creuser ce sentiment de puissance qui a été difficile à faire sortir, si j'ai bien compris, il y a une volonté de le faire émerger, ou alors il a émergé de lui-même et tu lui as ouvert les bras? Comment ça s'est passé? Je pense que la puissance était déjà là. Enfin, en tout cas, je vais parler beaucoup de prendre beaucoup de précautions en disant souvent, je pense dans mon système de croyances ou dans mes croyances ou dans mon monde, parce que j'ai pas beaucoup de certitude. Voilà, je suis un chercheur et j'ai des convictions fortes. Et puis un système de croyances que je fais évoluer au fur et à mesure. Euh, donc, dans mes croyances, dans mon monde, cette puissance était là depuis toujours. Par contre, elle était interdite. Elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Euh, euh, Sous le fait de tout un tas d'injonctions, interdictions que je portais, que j'ai portées dans mon enfance, dont j'ai hérité de mes parents, de mes grands-parents, etc. Ce qui est un schéma assez courant, là aussi, toujours dans mes croyances, quoi. Ça s'appelle, en tout cas, André Charbonnier, un de mes géants, vraiment une des personnes qui m'a bien inspiré sur le sujet Nomme ça le père vide. Et comme si depuis pas mal de générations, les pères sont interdits d'exprimer leur puissance, de peur qu'elle se transforme en violence, ou juste ils ont été empêchés de l'exprimer, cette puissance, en perdant leur rôle un peu symbolique classique quoi, dans le clan et dans la famille. Donc puissance empêchée. En temps, il y a un moment où un moment où j'ai compris cette clé de lecture là du père vide et du père plein entre guillemets. J'ai compris que j'étais moi-même un père vide, j'avais déjà des enfants, que j'étais issu de sans doute génération, dizaines de générations peut-être de pères vides. Et j'ai compris qu'il était possible de reconnecter à cette puissance-là. Et du coup, j'ai fait le taf, quoi. Donc, je m'y suis collé avec des pratiques plus ou moins perchées pour aller me libérer de cette interdiction d'exprimer ma puissance de père et d'homme et d'aller la récupérer. Voilà. Et ça fait, je sais pas, quelques années, je sais pas exactement, je sais plus exactement quand ça s'est passé. Ah si, 2018, très net, c'est pardon. Donc ça fait là quelques années que j'exprime ça avec du coup beaucoup de facilité maintenant. Et ça s'est joué, enfin ça c'est venu se ramifier, s'exprimer dans tout un tas de pans de ma vie, que ce soit au boulot, que ce soit dans la manière avec laquelle je vis en tant qu'individu, dans mon couple, dans ma manière d'être un père, dans ma manière d'être un fils. Euh, Dans ma manière d'être en relation, dans ma manière de témoigner au monde, dans ma manière d'assumer ce qui brille à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait, c'est présent partout maintenant. Et ça change quoi dans ta vie? Euh, Ça a été Ça change quoi dans ma vie? Euh, Ça me permet de prendre ma place depuis des années. Je pense que j'avais commencé à le faire doucement avant ça. Mais depuis 2018, c'est net, clair, irréversible, donc de prendre une place, je crois même dont j'aurais jamais pu rêver, quoi, avant, tellement, enfin, elle est juste, pleine, entière, complète. Euh, Ça me permet de témoigner du fait que c'est possible. Ça me permet d'être ajusté dans l'immense majorité des situations. Euh, Comme si j'étais blessé un peu de partout avant. Et maintenant, c'est beaucoup plus franc, serein, souverain. Enfin, c'est le mot que j'utilise pour décrire ça. Pareil, que ce soit du coup professionnellement, que ce soit personnellement, avec mes parents, et mes enfants, avec ma femme, avec moi-même. C'est aligné, quoi. C'est juste, c'est ancré. C'est comme ça que je le dirais, je crois. Et puis, je sens aussi une...
une puissance au moment où j'accompagne mon métier, enfin notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants. Et donc au moment d'accompagner les dirigeants, il y a une puissance aussi qui s'est indiscutablement déverrouillée, quoi. C'est ça que je pourrais dire. Ok, ouais, j'ai l'impression, c'est connexe, puisque la notion de plein est là. Mais je me disais, donc pour devenir un père plein, il faut vraiment devenir un homme, même si c'est un peu conceptuel de le dire comme ça, et ça peut revêtir plein de réalités différentes, mais c'est un prérequis le fait d'être un homme pour devenir un père plein, on est d'accord? Euh, euh, c'est pas binaire déjà, donc non, j'ai du mal à me relier à ça parce que c'est pas si binaire que ça. Enfin, le fait de libérer cette blessure du père vide, ça, si on utilise les bonnes approches, ça peut être binaire. Et si on utilise des approches un peu plus douces ou un peu moins puissantes, ça peut être progressif. Et le fait de devenir un homme, je pense vraiment pas que ce soit binaire. Et du coup, cette notion de prérequis, j'ai du mal. Pour moi, c'est des notions qui vont danser ensemble. Et puis, euh, c'est des élévations de conscience, si on veut. C'est peut-être un gros mot, mais c'est des progressions, quoi, de conscience qui vont se faire la courte échelle l'une l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Ça m'évoque aussi les recherches que j'ai pu faire en sexualité sacrée, sexualité tantrique, et je vois bien que ça s'est fait par palier, que tout ça se nourrit, enfin, c'est nourri énormément l'un l'autre. Hmm, chouette. Du coup, je me disais, la notion de puissance, tu l'évoquais, c'est une peur de la violence qui peut sous-tendre ça, ou en tout cas une interdiction d'exprimer sa puissance parce qu'elle est amalgamée potentiellement avec la violence. Est-ce que tu connais ta violence aujourd'hui et quel est ton rapport à cette violence que tu héberges quelque part et que tu dois voir des fois émerger? C'est quoi ton rapport à la violence aujourd'hui? Ah ben, je précise juste ce que tu as partagé avant sur cette interdiction de puissance. Historiquement, c'est relativement simple, parce que pour moi, c'est relativement clair. Quand les hommes ont migré de la campagne à la ville, ben, ils ont perdu une bonne partie des moyens d'exprimer leur puissance de manière très souveraine. Donc avant, l'homme, il construisait la maison, donc puissance souveraine. Il allait cultiver la terre, puissance souveraine, c'était net et clair, et personne ne lui disputait ce rôle, il avait une place qui était quasiment irremplaçable. En arrivant à la ville, en se mettant à faire des métiers beaucoup plus industriels, etc., ben, l'homme a perdu ce terrain de jeu, ce terrain d'expression de sa puissance. Il n'avait plus à construire sa maison, si je schématise hein, évidemment très fort, il n'avait plus à construire sa maison, il n'avait plus à réellement, enfin ou de moins en moins en tout cas, avoir besoin de sa force pour gagner son pain, si on veut. Donc sa première grosse cassure, première déperdition de puissance ou interdiction plutôt de déperdition de puissance là. Donc ça c'est l'ère industrielle. Arrive la Première Guerre mondiale en particulier où on demande aux hommes qui n'ont rien demandé l'ensemble hein, d'aller exprimer leur puissance sous forme de violence atroce quoi. Enfin avec enfin, violence absolue, carnage absolu, boucherie absolue. Et donc ça, c'est un deuxième gros coup, sans faire de psychologie de comptoir, quoi. C'est juste un énorme coup dans l'inconscient collectif des hommes, de dire, ah ouais, en fait, quand j'exprime ma puissance, voilà ce que ça donne. Et donc là, deuxième, boum, interdiction de manifester sa puissance. Et puis on continue un petit peu la libération de la femme, pardon, à casser des codes qui étaient là depuis toujours, sans doute pas très respectueux et pas très simples, mais en tout cas, bam, nouveau coup chez les hommes. En fait, c'est quoi, en fait, c'est quoi être un homme, quoi. Et donc, interdiction de puissance sur interdiction de puissance qui a fini de vider pas mal de générations de pères. J'en reviens à ta question que j'ai oubliée entre-temps. Oui, est-ce que j'ai déjà connecté la violence? Et Est-ce que tu connais ta violence j'ai et quel est ton rapport avec elle? le, je pense pas bien la connaître, Euh, mais en tout cas, quand tu me poses la question, les scènes qui me viennent, c'est des scènes en lien avec mes enfants, des scènes extrêmement claires de situations de perte de contrôle, c'est-à-dire où je vois que je ne maîtrise pas la situation avec mes enfants. Un truc qui me dépasse, etc. Mais donc très très lié à une peur de perdre le contrôle, je pense, intérieurement. Et des envies d'aller défoncer une porte, défoncer un mur, euh, en me disant que ce serait mieux que j'aille défoncer une porte, un mur, plutôt que cette espèce de violence intérieure là se manifeste sur mes enfants. Euh, et un truc, enfin, vraiment
des tripes, quoi, un truc d'une violence justement absolue, quoi. Euh, Sans savoir d'où ça vient. Donc moi je suis, enfin en tout cas il n'y a pas une violence physique dans ma famille. Je sais qu'il y a une forme de violence verbale dans ma famille et puis évidemment plus haut, en tout cas juste à la génération d'au-dessus, la génération d'avant, je sais qu'il y a de la violence physique dans des familles bien sous rapport, etc. En tout cas dans ma vie, moi j'ai pas l'impression de l'avoir vécu très fort de mon côté, quoi. Et ça répond à ta question? Oui, bien sûr. De toute façon, toutes tes réponses me vont, c'est les tiennes. Oui, Moi, oui, ce tout que à je veux, fait. c'est Non, oui, ma découvrir quelles question n'est sont pas est-ce que ces... c'est la bonne réponse, c'est est-ce que ça a Ouais, ouais. éclairé Ah non, ça me va tout à le- fait. Et je trouve que le point historique que tu as fait rapidement, en fait, ça met en perspective le rapport inconscient qu'on peut vivre sans en avoir vraiment les clés. Et que donc, du coup, rien que ça, rien que le fait d'ouvrir la porte de ah ouais, ok, ce qui a précédé, ça a été impacté par ces événements majeurs. Et puis sans doute d'autres qui sont plus liés au destin de la lignée, plus précisément dont on est issu. Mais n'empêche, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau collectif qui est déjà une explication de pourquoi il faut rentrer sa puissance parce que ça ferait sortir la violence de l'exprimer, sans doute. Donc une en tout espèce cas, une croyance. de... Il y a une croyance imprimée dans la tête Hmm, de tous les hommes, enfin, consciemment ou pas, comme quoi, effectivement, si j'exprime, soit j'ai pas le droit d'exprimer ma puissance, soit si j'exprime, ça fait des trucs atroces, quoi. Et ça, c'est un peu vissé. Et comme, alors, en tout cas en Occident, à peu près tout le monde on est issu de lignées qui ont toutes vécu ce passage à la ville et la Première Guerre mondiale et la Deuxième aussi, on est à peu près tous marqués de ce truc-là, quoi. En ouais, Occident. Le reste du monde, c'est moins vrai. ok. Et je voulais te proposer une expérience rapide. C'est si tu te branches sur l'enfant que tu as été, qu'est-ce qu'il ressent pour l'homme que tu es aujourd'hui? Euh, c'est admiration qui vient tout de suite, Ok. là. Euh, c'est stupéfaction qui vient aussi. En fait, si je me rebranche sur cet enfant, que je regarde les modèles d'hommes qu'il a eus, donc soit mon père, mes grands-pères, c'était des pères vides. Euh, Ils sont donc et puis je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup de respect ouais, pour parce que j'ai la conviction qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Enfin, c'est pas du tout un jugement, quoi. En tout cas, c'est pas un jugement négatif sur eux. Donc stupéfaction, admiration, et dire ah ouais, ils ont ça veut ressembler à ça un homme, trop bien. Euh, et ça me touche d'ailleurs d'aller refaire cette connexion-là. Euh, ouais, c'est ça qui est bien. Ok. Et une sécurité. Waouh, ah oui, ouh. Hmm. Très fort. Puisqu'en devenant un homme tel que je le conçois, j'ai l'impression d'avoir pris à mon compte le fait de m'occuper de mon besoin de sécurité, définitivement. Donc c'est pour moi, enfin ça fait plusieurs années que c'est évident pour moi que mon niveau de sécurité ne dépend plus d'aucun élément extérieur, comme mon Ouais. niveau d'amour d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est auto-fourni pour toujours. Quel que soit l'événement qui puisse arriver, et c'est une certitude absolue intérieure maintenant, quoi. Enfin, Dans, dans, nette. dans des mots que j'aime bien, ce serait dire qu'en fait, tu as intériorisé, tu as trouvé ta façon d'être, ton papa à toi et ta maman à toi, à l'intérieur de toi. Ouais, oui, oui, donc enfin, je vois bien la symbolique, je crois que c'est même encore plus unifié que ça, et enfin, on peut utiliser ces mots-là, mais je pense que c'est encore plus fort que ça, je sais pas comment mettre les mots dessus. Ok, ça C'est bien marche. cette idée-là. Hmm. Et toi, l'homme que tu es aujourd'hui, quand tu portes ton attention sur cet enfant que tu étais, tu ressens quoi? Je ressens une forme de compassion, ouais, c'est ça qui est bien. Une forme de compassion parce que du coup, je vois les conditionnements qu'il porte, cet enfant-là. Je vois donc les conditionnements sur lesquels il a la main, mais en fait il n'en est pas conscient. Je vois tous les conditionnements sur lesquels il n'a pas la main, dont il n'est pas conscient. Je vois ce qu'il porte aussi. Euh, les...
Ça, c'est un élément que j'ai déjà partagé dans d'autres témoignages. Il se trouve que mes parents ont perdu un enfant avant que je naisse, et sans en faire le deuil pour différentes raisons. Et donc, je porte les signes de ce qu'on appelle un enfant de remplacement. C'est-à-dire que j'ai porté les attentes, vraisemblablement, inconsciemment, de deux enfants. Mon frère mort avant moi et les attentes portées sur moi. Et je m'en suis rendu compte à 35 ans, à peu près. Quasiment sans savoir, en tout cas sans être réellement conscient que ce frère avait existé. Donc là, en voyant cet enfant, je me dis, waouh, dis-nous, tu portes, tu portes lourd sur ton dos, là. Et ça me touche d'ailleurs. Et ouais, j'ai une compassion en mode, euh, tu peux te réjouir, ça va être très beau. Ça va être très beau la suite. C'est ça qui me vient. Chouette. Merci de partager ça. J'ai une dernière question dans cet échange avec l'enfant que tu as été. Je voudrais savoir si on pourrait dire que tu es un géant inspirant pour le petit garçon que tu as été. Est-ce que je suis un géant inspirant pour le petit garçon que j'ai été? Euh, c'est difficile à dire. Je sais pas s'il avait trop le droit de regarder les géants. J'étais sur des rails, donc et j'étais dans un environnement très câblant en fait, hein, comme beaucoup d'enfants, hein. Euh, et donc j'avais consciemment ou inconsciemment le droit de regarder dans certaines directions, mais pas dans toutes. Euh, et c'était aussi assez peu conscient de la part de mes parents, je pense, hein. Et je suis pas sûr que j'aurais regardé dans ma direction. Je suis à peu près Ok, sûr qu'en fait j'aurais pas le droit. ok, Très net, ça. ok. Une bonne question de savoir dans quelle direction j'avais le droit de regarder, mais à mon avis, pas une direction de ce niveau de liberté que j'ai aujourd'hui. Sans d'ailleurs, je pense. Bah, je C'est te ça qui me remercie vient. pour cette exploration un peu intemporelle sur plusieurs temporalités en même temps, pas celle qu'on connaît le reste du temps. Tu m'as écrit que pour toi, être un homme, c'était aussi choisir tes géants. Donc on est sur cette thématique des géants. Je comprends tellement ce point de vue, ça me paraît essentiel, car il met la lumière sur le fait qu'un homme ne doit pas du tout comprendre tout et faire tout lui-même depuis le néant. En fait, un homme, il a aussi besoin d'être guidé et inspiré. Est-ce que tu veux nous en parler un peu justement de ce côté où on n'est pas le bout de la chaîne, on n'est pas tout en haut, il y a quand même une possibilité de rester ouvert sur plus grand que soi. Euh, ouais, bien volontiers. Donc cette métaphore de géant, je crois qu'elle est assez connue, hein, mais de mémoire, c'est Newton, hein, qui ont demandé comment est-ce que vous avez fait pour trouver tout ça. Là, bah, il dit, bah, j'ai pas trouvé tout seul. En fait, je me suis hissé sur les épaules de géants qui m'ont précédé. Euh, Quand j'ai découvert cette métaphore, je me suis dit, ah bah ouais, évidemment, quoi. J'avais déjà commencé à chercher des géants, à les sélectionner soigneusement. Ça fait un bon 15 ans, enfin, c'est vraiment conscient chez moi. En fait, c'est depuis que j'ai rencontré ma femme, qui est un de mes géants, hein, sur certains aspects, très clairement. Donc, depuis que j'ai rencontré Flo, ça a été de plus en plus en conscience que j'ai fait cette démarche-là. J'avais eu quelques géants auparavant, mais c'était beaucoup moins conscient. Je suis capable de les identifier a posteriori, mais c'était beaucoup moins conscient. Et depuis, oui, depuis 15 ans, j'en ai enchaîné pas mal. Ce qui m'intéresse chez un géant, c'est alors, je sais pas, je trouve que la vie ou mon intuition, je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai été très peu. J'ai l'impression d'avoir été bien servi, d'avoir choisi waouh, des super géants. Et rétrospectivement, je suis ravi vraiment des gens qui m'ont accompagné. Pour moi, le taf se termine avec un géant quand j'ai touché les limites de ce géant-là. Et c'est là le moment où je suis capable d'intégrer vraiment toute sa géantitude. Euh, Si on le pose en termes un peu de Jung, par lumineuse et par moins lumineuse, quoi, par d'ombre, une fois que j'ai touché ces parts blessées, ces parts d'ombre, là, effectivement, ça prend toute sa puissance, quoi. Là, c'est beau. Et tant que je suis connecté uniquement à la part souveraine du géant, où sa part très, très brillante, sans avoir perçu les limites, bah, déjà, il y a un petit risque de gorotisation. Donc, je suis assez vigilant là-dessus. Et, et puis, et c'est pas encore complet.
Euh, et du coup, ça me va pas tout à fait. Donc, je cherche activement, en fait. Quand je commence quand je me mets sur les épaules d'un géant, souvent, je vais quand même assez essorer assez fort, en fait, tout son aquarium, c'est-à-dire tout son système de croyances. Et puis, je me délecte de ça, et jusqu'à toucher, tac, une première limite. Je vois si ça me convient ou pas de continuer à explorer après avoir touché cette limite-là. Puis, poum, deuxième limite, troisième limite. Puis, il y a un moment où j'ai touché suffisamment de limites pour me dire, OK, je pense que j'ai la photo complète, là. Et, euh, et, euh, et puis là, c'est le moment d'intégrer, enfin, de mélanger tous les systèmes de ce géant-là avec ceux que j'ai déjà intégrés et mis au clair. Et c'est beau, en fait, j'adore ça. Je crois que ça se voit au smile que j'ai en parlant. C'est un kiff absolu, ça. Voilà ce qui vient sur ces géants. Et tous azimuts, hein, Ouais. pro, perso, développement personnel radical, spiritualité. Oui, je suis assez curieux, donc il n'y a pas vraiment de limite. Il y a des moments où où c'est très intensif, donc j'ai plusieurs géants en parallèle, etc. Puis il y a des moments où c'est beaucoup plus léger. Il y a des moments où je me reconnecte aussi à ma propre géantitude, si on veut, où je laisse justement cette puissance, ma puissance s'exprimer, se réorganiser, etc. Et où j'ai besoin d'être en pause, en fait. Il y a des moments où j'ai une forme de boulimie, qui était clairement pour pallier le fait que je me sentais pas assez, quoi. Enfin, je me sentais moi-même incomplet et que j'allais chercher de la complétude à l'extérieur. Je sais pas si c'est clair. Enfin, Hmm. Ouais, ouais. C'est clair. Et donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ce besoin est vécu différemment par toi que pendant toute une période de construction de cet accès à ta puissance? oui, oui, bah, le besoin, c'est beaucoup moins un besoin et beaucoup plus un élan. Du coup, c'est moins permanent aussi. Il y a des phases, il y a des mois, des semaines, peut-être des années entières, peut-être une année entière pendant laquelle en fait j'ai pas de géant en particulier, où je vais avoir des gens dans le radar, mais auxquels je vais me connecter assez ponctuellement, vraiment à l'élan, à l'intuition. Ça peut être des vivants géants, des vivants qui sont décédés, ça peut être des vivants que des gens pardon, vivants ou décédés, des géants que j'ai rencontrés personnellement ou pas, des géants, certains je les ai accompagnés, certains moins accompagnés, pour certains on l'a fait dans les deux sens. Ouais, c'est très varié et c'est très dansant là ces derniers temps. Enfin, je vois que plus j'assume qui je suis, plus je libère petit à petit toutes les blessures. Quand je dis libère, c'est pas une métaphore en fait. Vraiment, avec Florence, avec ma femme, on a exploré et contacté des approches qui permettent de dissoudre purement et simplement des blessures, comme la blessure du père vide. Et c'est pas mettre en pause, quoi. C'est pas mettre en veilleuse et contourner, etc., comme on pourrait le faire en coaching. Non, c'est dissoudre définitivement, instantanément, pour le reste de ma vie et même probablement en partie pour le reste de ma lignée, quoi. Voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, au fur et à mesure de la libération des blessures, bah, ça fait évoluer, ça fait danser là, différemment là, ce que je vis avec les géants. Ok. J'en profite pour faire un coucou à Florence que je vais bientôt accueillir ici même et avec qui j'ai été un peu en lien aussi avant l'entretien qu'on a tous les deux aujourd'hui. Une géante de laquelle tu te sens proche et qui, elle, est toujours activée. C'est pas un géant comme les autres. Ouais, très clairement. Oui, oui. On danse très bien ensemble. Ça, c'est clair qu'on s'est très fort retrouvés, quoi. Donc on est très différents. Donc moi, ingénieur, quand on s'est rencontrés, j'étais ingénieur à la défense en costume. Enfin, c'était assez caricatural. Elle, artiste dans un squat à Paris. Des mondes, mais enfin des aquariums quand même assez radicalement posés. Et puis on s'est trouvé reconnus, et puis on danse ensemble depuis euh, 2007 maintenant, et c'est beau. Ouais. Et on est Trop effectivement de chouette. gens respectifs, je pense. Ouais. Ouais. Elle dirait la même chose. Pour aller poser la question, mais je pense qu'elle dirait la même chose. Bah justement, ça m'amène à une question qui n'était pas dans celle que j'avais écrite, mais qui me paraît importante. Est-ce qu'un homme, il a besoin d'être le géant de personnes autour de lui pour se sentir homme ou pas? Ah, bonne question, je me suis jamais posée. Euh, est-ce que... Hmm. Qu'est-ce qui vient là? Il me vient direct. Je pense qu'un père plein est assez naturellement le géant de ses enfants.
En tout cas, là, même si j'avais pas trop, enfin, c'est pas creusé le sujet intellectuellement, je me dis, bah oui, en fait, c'est même un peu c'est la même chose, quoi, je pense. Euh, et le géant de personnes autour de soi, en fait, moi, je pense qu'on est tous le géant de quelqu'un, hein. Après, il y a beaucoup de monde qui refuse de le reconnaître et refuse de l'assumer, mais on est tous le géant de certaines personnes, que ce soit parce que dans nos zones de génie, c'est-à-dire là où on a vraiment un talent incroyable, ce qui nous met en énergie, là où on rayonne, ben, évidemment, on est susceptible d'être le géant de personnes qui ont le même genre de zone de génie, mais qui sont moins avancées dans leur chemin. Donc oui, c'est évident qu'on... non, et après, la question que tu posais, c'est est-ce que pour être un homme complet, en gros, il a besoin d'assumer cette géantitude. Euh, je sais pas s'il y a un autre mot que géantitude, mais on va faire avec. Ouais, bon point, probable. En tout cas, moi, je sais que ça m'a aidé. Donc, via les témoignages que j'ai pu faire, il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont dit que j'étais leur géant. Des gens que j'ai rencontrés ou juste des gens qui m'ont écouté. Euh, et je vois que ça rajoute à chaque fois une petite pièce dans la machine à donner la permission de rayonner et d'exprimer la puissance aussi forte que j'en ai l'élan, quoi. Et donc oui, je pense que ça m'a, enfin oui, je peux dire que tous ces témoignages m'ont aidé à être un grand de plus complet en tant qu'homme. Et du coup, je pense qu'on peut généraliser. Ouais. Ça me paraît pas trop risqué. Bon point ça. Ouais. Ok. Bah, il y a des notions que tu as déjà évoquées. En fait, quand on croise Nicolas sur ces différentes prises de parole, on a l'obligation de passer par un point jargon un peu. Ce point jargon mais c'est vraiment intéressant puisque juste, il y a une petite mise au point à faire malgré tout, comme tu as pu le faire sur les autres prises de parole. J'imagine que c'est un point incontournable. Donc on a parlé Ouais. d'aquarium juste avant. Et pour délimiter, pour un petit peu prévenir quand on va toucher un bord de l'aquarium, on a aussi la petite voix, qui sont deux thèmes finalement connexes et qui sont assez Oui. imagés pour justement pouvoir mettre même de la lumière rien qu'en étant cité, parce que ça permet de jongler avec, de jouer avec et de se les approprier, ces outils. Donc je te laisse faire un petit point là-dessus, ça te va? Ouais, ouais, et puis je peux citer les géants dont je les tiens, ces notions-là, parce que je trouve ça sympa de rendre hommage. Je sais pas si c'est eux qui les ont inventées, ces notions, mais en tout cas, c'est eux qui me les ont transmises. Donc, Aquarium, que je tiens de Jean-Jacques Crèvecoeur. Euh, donc, moi, j'adore cette image comme qu'on vit tous dans un espèce d'aquarium transparent fait de croyances. Et donc, comme il est transparent, en fait, on se rend pas compte que c'est les croyances, mais on voit le monde à travers ce prisme-là. On a chacun son propre aquarium avec des facettes en commun, des facettes différentes. Et, et c'est à l'origine d'une quantité de injonctions, interdictions, défauts de communication, incompréhension. Schéma, victime, bourreau, sauveur, etc. Mais juste colossal, cette histoire d'aquarium. L'invitation de Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est d'aller prendre conscience de ces aquariums et d'aller choisir les facettes de l'aquarium plutôt que de subir. Vraisemblablement, cet aquarium, c'est quelque chose dont on hérite beaucoup de nos parents, des conditionnements qu'on a reçus pendant l'enfance. Enfin, il est construit de ce dont on a hérité et des conditionnements qu'on a reçus dans notre enfance. Et donc lui, son invitation, c'est d'aller mettre la main sur chaque facette de l'aquarium et savoir si oui ou non elle m'appartient. Est-ce qu'elle me convient, est-ce qu'elle me convient pas, cette facette-là? Et puis d'aller explorer d'autres aquariums pour savoir si bah, je remplace pas telle facette par une autre. Et très puissant pour moi cette notion-là et une notion de petite voix qui m'a été amenée par quelqu'un qui ne connaît pas la notion d'aquarium, mais c'est très très complémentaire, amenée par Blair Singer, qui est un de mes mentors américains. Euh, pour lui, la petite voix, pour lui, on est tous équipés d'un programme intérieur qui est fait pour résister au changement. C'est pas du tout un programme qui est fait pour assurer notre bonheur ou tendre vers notre bonheur. Non, il est juste fait pour résister au changement. Donc, ça s'explique très bien au cerveau archaïque, etc. Et donc, cette petite voix, son rôle, c'est de faire en sorte que, surtout, rien ne bouge, y compris les schémas qui sont toxiques pour nous, parce qu'ils ont l'immense avantage, vu de cette petite voix, d'être là. Et au moins, c'est connu. C'est toxique peut-être, mais c'est connu. Et du coup, à chaque fois qu'un changement pointe le bout de son nez, donc moi j'ai appris à reconnaître cette petite voix à l'intérieur, d'entendre soit cette petite voix qui hurle, ou qui susurre, ou qui sabote, ou qui trouve toutes les bonnes raisons de ne pas changer, etc.
Voilà, effectivement, cette petite voix se manifeste quand on s'approche des facettes de l'aquarium, comme une petite barrière électrique, quoi. De hop, 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 tu touches pas là. Et donc c'est tout un jeu maintenant. Enfin, ça a été un apprentissage au départ. Maintenant, c'est un jeu. C'est un plaisir d'aller explorer ces facettes d'aquarium, d'aller entendre la petite voix, d'aller lui faire de la place, lui faire un câlin, reconnaître qu'elle est là, et traverser malgré tout. Euh, énorme kiff, ça. Et ça Hmm. prend très bien en plus. Ouais, accueillir sa petite voix en fait, pour qu'elle ait plus cette place d'honneur qu'elle prend si jamais on n'en prend pas conscience, de pouvoir figer la réalité, de lutter de plein de façons différentes, de faire apparaître des sortes de nexus sans arrêt où on peut pas voir ce qu'on voit, on peut pas ressentir ce qu'on ressent, on peut pas accueillir ce qu'on vit, on peut pas vraiment faire de la place pour la version d'après quoi. Il y a comme c'est comme si pour moi c'est comme si euh, ça voulait faire immortaliser la version actuelle de nous sans voilà sans évolution possible quoi. Il y a un truc comme ça. Ben, sans ouverture ou choisir plutôt que subir, en fait. La petite voix, c'est la gardienne du subir. Subir les conditionnements. Donc, quand je dis conditionnement, hein, ça a peut-être besoin d'être défini aussi. Conditionnement, ça se manifeste par où ça vient des différentes blessures que je peux porter, consciemment ou inconsciemment, des peurs que je peux porter, des injonctions que je peux porter, comme des rails qui m'emmènent toujours au même endroit, que j'en sois conscient ou non, que je le veuille ou non, des interdictions que je peux porter, des loyautés que je peux porter. Euh, donc une fois de plus que ces loyautés aient été mises en place depuis ma naissance ou qu'elles étaient héritées de mes lignées. Donc la petite voix, c'est la gardienne de ces conditionnements, assez joyeusement. Et je voulais juste rebondir sur cette notion de version d'après. Euh, 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 je suis pas très à l'aise, en fait, mais même je suis pas à l'aise avec la notion de développement personnel. Donc il y a pas de mot que je trouve plus facile parce que ça laisserait entendre qu'il y a un truc à rajouter, quoi. Pour moi, c'est plutôt version d'avant, en fait. Je pense que j'étais parfait à la conception. Et enfin, je sais pas si c'était parfait, mais en tout cas, là où il y avait quand même déjà, le boum, instantanément, les parts blessées de mes lignées qui descendaient, hein, mais dans le micro-instant avant que les parts blessées descendent, ma part souveraine était déjà là au moment de la conception, le soleil était déjà là, il n'y avait rien à ajouter à ce soleil-là. Et ce qui s'est rajouté depuis, c'est les parts blessées, en fait. Enfin, qui s'est ajouté puis dissous avec le travail que j'ai fait. Et du coup, pour moi, c'est pas la version d'après, c'est la version d'origine qui a été juste complètement perturbée, polluée, conditionnée, euh, maltraitée, violentée, que ce soit de manière ordinaire ou extraordinaire. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup me rattacher à ça, en fait, comme quoi il n'y a rien à ajouter. Il y a plutôt Ouais. juste des trucs, des blessures, des parts blessées à aller accepter, reconnaître, intégrer au sens de Jung, quoi, vraiment. C'est pas lutter contre ces parts-là, c'est pas aller les envoyer se faire voir ou les détruire en mode guerrier. Non, c'est vraiment les aspirer, les intégrer, garder juste la cicatrice euh, qui a plus aucune douleur, quoi. Mais qui laisse une trace que ça fait partie de mon chemin. Est-ce que vous me Bah, menez tu sur vois, moi la aussi, version d'après? du coup, j'ai mon petit jargon et je parle de déploiement personnel que je trouve plus juste, dans le sens où, en fait, c'est juste Oui, l'émergence de ce qui est déjà là. Effectivement, il y a souvent cette formule de devenir la meilleure version de soi. Ça aussi, ça me hérisse un peu dans le sens où, finalement, c'est juste arriver à accueillir. Je pense qu'en fait, on est assez d'accord là-dessus. Je sais pas, après, tu me diras comment tu rebondis là-dessus, mais en gros, le changement, il n'est pas à décider duquel il sera, c'est qu'est-ce qu'il y a à accueillir et qu'est-ce que ça fait ensuite de soi-même, d'avoir accueilli, qu'est-ce que ça rend accessible. Il me semble qu'il y a un truc un peu comme ça, euh, où je suis arrivé à me connecter dans ton discours à un truc un peu comme ça aussi, mais je sais pas, voilà, peut-être que c'était Pour moi, il y a un la truc projection. plus délibéré que ça. Il y a un mot qui me venait pour rebondir sur déployer, c'est le unfold en anglais. Et j'utilise pas beaucoup d'anglicisme, mais il y a des mots où je trouve que j'arrive pas à trouver la même. En tout cas, ils ont une vibration particulière pour moi. Et cette notion de déplier, et c'est bizarre parce que c'est comme le Ouais. démot déplié en français. Déplier, ça ne fait pas le même effet. Hmm. Voilà, c'est ce côté avec vraiment d'ouverture d'une boîte avec un joyau incroyable à l'intérieur. Euh, et dans ce que tu partageais, tu vois, dans le accueillir, pour moi, il y a accueillir et il y a enfin, je rajoute vraiment une étape de transmuter. Alors, il y a pas, le vocabulaire est assez limité hein, sur ces notions-là.
dans cette notion de dissoudre une blessure, de la transmuter vraiment au sens alchimique, quoi. C'est-à-dire transformer le plomb de cette blessure en or, ou en tout cas pour faire de la place à l'or qui est de notre part souveraine. Et ça se fait pas. En tout cas, c'est très rare que ça se fasse, malgré moi. Je vais parler au jeu, là, ça se fait, c'est un acte délibéré. Les rares fois où ça se fait malgré soi, c'est dans les expériences de mort imminente, dans les très très gros coups durs de la vie où la secousse est telle, tac, ça fait une reprogrammation qui peut faire sauter une blessure. Euh, mais en tout cas, dans nous, ce qu'on connaît, c'est un acte délibéré. Voilà, et c'est un acte qui est rare en fait. C'est un acte qui est très puissant et très très rare dans nos sociétés. Là, depuis quelques dizaines d'années, ça redevient accessible en Occident, c'est-à-dire qu'il y a des approches qui se démocratisent de nouveau, c'est moins diabolisé qu'avant. Et enfin, d'un côté, c'est moins diabolisé et il y a pas mal d'approches qui émergent. Euh, et j'aime beaucoup, et donc, enfin, c'est vraiment une manifestation de la puissance intérieure, quoi. Et ça se fait pas malgré nous. Voilà ce que je rajouterais J'entends. comme étape sur. Mais je te remercie. J'ai une petite tartine. Je te parlais à des moments, j'ai plus écrit que d'autres. Je te le partage, puis tu me dis ce que t'en penses. Ça te va? Vas-y, balance. Ouais. En fait, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je suis vraiment curieux de ton retour sur ma croyance concernant l'attention. Pour moi, l'attention, c'est un super pouvoir qui a pour effet de densifier le réel. Donc, si je m'explique, de ce que j'en ai compris, notre attention, elle permet d'abord de percevoir, ce qui a pour effet automatique de nous faire ressentir. Puis, une fois qu'on a ressenti, on met en récit ce qui vient d'être perçu, puis ressenti. Donc, de préférence, sans remettre en question le récit général interne qu'on pourrait appeler les gens des croyances personnelles. Ça va, tu me suis jusque-là? Ouais, je crois, ouais. Vas-y. Ouais. Ok. Et comme c'est un super pouvoir allumé en continu, en fait, on peut très bien vivre sans avoir conscience d'en être équipé et le déléguer en permanence. Par exemple, aux croyances collectives, aux médias, bref, à tout ce qui nous dit quoi percevoir, quoi ressentir et comment le mettre en récit. Lorsqu'on ignore ce pouvoir, qu'on le délègue sans le savoir, on a beaucoup moins d'efforts à fournir. Autrement dit, on est en mode économie cognitive maximale, puisqu'on densifie un réel qui est déjà très solide, et qu'on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on parle de tel sujet et pas d'un autre, parce que c'est le sujet du jour, donc du coup c'est bon. Tout le monde comprend de quoi on parle, et comme souvent la question principale sera pour ou contre le truc en question, il est très facile de trouver sa tribu et de parler de l'autre tribu comme étant pas souhaitable, etc., n'ayant rien compris et tout. Donc il est plus coûteux en énergie de prendre la mesure et la responsabilité de notre super pouvoir, mais cela permet d'accéder à des degrés de liberté en échange, de choisir quel réel nous densifions, et comment ça résonne pour toi cette façon de voir les choses. Il y a un truc qui me chatouille. En tout cas, si tu me demandais, mais quel est pour toi le super pouvoir qui permet de densifier le réel, et je utiliserais au plus facile, quoi, de changer la réalité. Pour moi, c'est évident que c'est notre vibration. Et je ferais enfin, vibration et attention, je ne mettrais pas tout à fait ça dans le même panier. Le, donc je peux peut-être déjà préciser déjà ce que j'entends par ce qui permet de changer le réel, c'est notre vibration. Puis après, on peut essayer de jouer sur la vibration et l'attention, est-ce qu'il y a des passerelles ou pas. Dans mon système de croyance, qui est induit par un géant qui s'appelle Philippe Guillemant, qui vient de prendre sa retraite du CNRS en physique quantique. Euh, pour lui, et je crois que c'est quand même admis dans une frange de la physique quantique, c'est un peu la physique quantique 3.0, mais c'est quand même relativement admis aujourd'hui. Le, Nous avons la capacité d'influencer le futur de deux manières. Une manière qui est avec notre tête, donc en prenant des décisions, en allant construire ma maison, etc. Ça marche. C'est possible d'influencer le futur à relativement court terme, même si je fais des plans, des plannings, etc. Et ça demande plutôt pas mal d'énergie. Première manière. Deuxième manière, parce qu'on vibre. En partant du principe qu'en fait, ce que les différentes parts de moi ont chacune une vibration et qu'elles sont capables d'influencer les différents futurs potentiels à l'instant T.
comme si les différents futurs coexistent toujours en même temps, chacun avec leur probabilité, si on veut, et que ces probabilités sont nourries, non pas parce que je décide avec ma tête, mais parce que je vibre à l'instant T. Si je vibre à fond la peur, par exemple, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, etc., bah, dans cette façon de voir les choses, je vais nourrir massivement un futur dans lequel effectivement je manque ou je suis abandonné. Si je vibre l'abondance à fond, ben je nourris un futur dans lequel effectivement je vis une abondance colossale. Euh, et donc, c'est comme on héberge, enfin, en tout cas, comme moi j'héberge, je vais parler au jeu à nouveau, comme moi j'héberge une part souveraine et puis des parts baissées, bah, du coup, je nourris une combinaison de tout ça, quoi, de ce que c'est futur libre. Le- euh, voilà ce qui me vient. Et du coup, si je bosse sur mes parts blessées, en fait, en allant dissoudre une part blessée, je vais dissoudre la vibration qui est associée à cette part blessée. Et du coup, je vais diminuer radicalement, en fait, la probabilité du futur correspondant à cette part blessée. Est-ce que et donc le tout ça c'est même et ça a même accès ouais, enfin ça a accès à la densification très fort quoi. Ça fait des révolutions enfin ça qu'elles soient joyeuses ou pas joyeuses en fait. Pour moi tous les changements majeurs dans l'humanité sont le fait de quelques personnes qui ont vibré extrêmement fort. Il y a un dicton qui est repris souvent dans toutes les crises, là, ne sous-estimez pas l'impact d'une petite poignée de personnes déterminées, etc. En fait, l'histoire n'a jamais été écrite que comme ça. C'est pas exactement la citation, mais c'est un truc comme ça. Un truc comme ça. Euh, les révolutions, c'est jamais une majorité qui bascule, c'est une poignée de gens qui ont une vibration de dingue qui bascule, qui fait basculer l'ensemble. Et c'est vrai à la taille d'une personne, d'une famille, d'une société, d'un état, du monde, et compagnie. Donc ça, à fond, moi je suis à fond là-dedans et puis je le vois en fait, ma femme et moi, ça fait une dizaine d'années qu'on change délibérément, enfin qu'on travaille délibérément et très intensément sur nos différentes parts blessées, qu'on voit bien que ça change notre vibration et qu'on voit bien que ça change notre réalité. C'est-à-dire qu'on a atteint je sais pas si c'est résultat le bon moment, en tout cas on a atteint une réalité sur laquelle on aurait été incapable avant de fixer des objectifs, hein, tellement ça nous aurait paru impossible à atteindre, quoi. Et on voit bien que c'est le changement de vibration qui a fait ça, c'est pas notre tête qui a fait ça, quoi. Voilà, ça, c'est ce que je vois, la vibration, pouf, changement de réalité, densification du réel. Attention et vibration. Euh, ouais, c'est comme si, là, intuitivement, c'est comme si mes différentes parts souveraine, part blessée, avaient accès toutes les deux à mon attention et en mode conflit d'allocation de ressources, quoi, en termes informatiques. Et du coup, je vois bien que je me suis entraîné. euh, via un géant comme Jean-Jacques Crèvecoeur à nouveau, à observer et à choisir ce que j'observais pas dans ma réalité. Et donc moi, je me suis entraîné à avoir une caméra branchée sur mon épaule, une caméra 4K avec des filtres à la demande, avec une granularité à la demande, qui observe et j'ai décidé qu'elle observe sans jugement tout ce qui m'arrive, que ça me convienne ou pas, comment je réagis, que ça me convienne ou pas. Euh, pour qu'ensuite je décide en conscience, donc à nouveau plutôt choisir plutôt que subir, plutôt que là où je te rejoins complètement, hein, plutôt que de subir ce qui m'est proposé comme sujet digne de mériter mon attention, je choisis. Donc je fais très très régulièrement des diètes médiatiques. Voilà, parfois elles sautent un peu dans les périodes de forte instabilité géopolitique là. En ce moment, on en a eu une qui est pas mal quand on sort d'une période quand même assez dense. J'ai du mal à entretenir une diète médiatique aussi stricte, mais sinon, enfin, 9 mois sur 12, 10 mois sur 12, je suis en diète médiatique quasi absolue, quoi. Euh, et ça, je vois que ça influence ma réalité, parce que quand je vais me connecter à un site d'information, bim, ça vient me drainer instantanément, et ça vient nourrir, enfin, ça vient du coup baisser mon niveau d'énergie, baisser mon niveau de vibration, nourrir un futur dans lequel je suis dans une énergie bancale, quoi. Alors que quand je reprends ma souveraineté sur ces sujets et que je décide délibérément de mettre, enfin, de me laisser ça à distance, parce que ça m'honore pas du tout en fait. Ça ne correspond en rien au monde dans lequel je veux vivre, à ce que je vibre, enfin, à ce qui m'anime. Boum, le niveau d'énergie remonte instantanément et ça me permet de manifester et d'influencer ce monde dans le sens qui m'honore plus et qui m'anime plus. Ça paraît clair ce que j'ai dit? Ça paraît Ouais. très clair. Et je te remercie Ouais. parce que du coup, ça fait bouger un peu ce que je te posais au départ. En fait, moi, je suis sur une dimension qui est peut-être moins euh,
En fait, c'est plus plat ce que j'ai décrit, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si tu as 10 000 personnes qui regardent quelqu'un qui fait une conférence, il est beaucoup plus conférencier que s'il y a une personne dans la salle. C'est vraiment ce Oui. truc-là assez factuel de dire plus il y a de personnes qui regardent un endroit, plus la réalité qui est vécue est validée, tamponnée par le nombre d'attentions. Et là, peu importe la vibration finalement, puisque des fois il y a des haters qui vont quand même faire sortir de terre quelqu'un comme une star, malgré tout, qui aura beaucoup d'attention, alors que tout le monde est en train de vibrer de façon négative la concernant. Mais ça la rend quand même Ouais. importante et ça la rend quand même incontournable. Donc du coup, c'était de ce point de vue-là que je disais les choses. En gros, pas pour dire que j'ai raison, juste pour dire que ce que tu as décrit, effectivement, c'est un pas de côté qui donne accès Ok. encore à une évolution de ce truc-là en disant, tiens, si on le déplace sur la vibration, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Si j'en reviens à ce sujet de l'attention, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je posais, en tout cas de mon point de vue, c'est quand on n'a pas conscience qu'on nous dit va regarder là-bas et qu'on fait et qu'on va regarder là-bas et qu'on est des millions à le faire, ça fait que ce qui se passe dans le monde, d'un certain point de vue, pour une majorité de personnes, c'est ces trois trucs-là qui ont été décidés à une autre échelle par effectivement peu de personnes. Là, pour le coup, c'est plutôt en termes de vibration. Donc, il y a une vibration qui va amener beaucoup de conscience à se connecter à des faits pour que ce soit les seuls faits du jour, alors qu'évidemment, il s'en passe des milliards d'autres et qu'on n'en parlera pas et que ça n'influencera pas, ça n'aura pas de retentissement. Bon, l'exemple par excellence qui est incontournable là-dessus, c'est le 11 septembre. Il n'y a même pas besoin de dire quelle année. Et ça a modifié la façon dont tous les pays se protègent, dont on communique, dont on fait la prévention, dont on a grignoté aussi certaines libertés individuelles, etc. Donc il y a énormément de retentissement sur ce truc-là parce qu'il a été filmé et parce que symboliquement il était très fort. Et là, ça a aimanté des attentions du monde entier et ça en fait un tournant, en fait, finalement, de notre façon de fonctionner en collectivité, qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon. Bref, Mm. je m'arrête là, mais c'était pour Donc, aller plus dans le détail. ouais, ça m'évoque deux rebonds. Un rebond sur la notion d'égrégore, Ouais, euh, qui est effectivement quand, enfin, la définition, c'est une forme pensée en français. Quand quelqu'un fait la gueule dans une famille, assez vite tout le monde fait la gueule. Ça, c'est un égrégore. Et donc, ce sur quoi, effectivement, ce sur quoi une masse de gens met son attention va créer une espèce de d'égrégore autour de ce sujet-là, un peu truc auto-nourrissant. On le voit dans les grandes phases de peur aussi. Pendant le Covid, c'était waouh, c'était magnifique. Le fonctionnement, c'était, moi, en tant que chercheur en aquarium, etc., c'était passionnant, quoi. C'est incroyable. Donc ça, c'est une notion que je trouve hyper intéressante, cet égrégore dans un groupe. Deuxième point, attention permet de densifier les réels. Je suis d'accord avec ça aussi à titre très individuel, c'est-à-dire ce sur quoi je porte mon attention sur moi va les nourrir ou pas nourrir les différentes parts de moi. Euh, le- et c'est majeur. Donc, enfin, je vois bien que j'ai complètement reprogrammé ma manière d'observer ce qui m'arrive, la manière d'observer si ça me convient, si ça me convient pas, et d'être dans un jugement suspendu, quoi. Donc ça veut pas dire que 100% du temps je suis dans un jugement suspendu, mais quand même, wow, je vois le chemin que j'ai fait depuis, entre autres, la naissance de enfants, parce que c'est quand même les enfants sont hyper bons pour aller nous piquer, je trouve, en tout cas, mes enfants, nos enfants sont hyper bons pour aller piquer Flo et moi sur des départs blessés, des grosses sensibilités. Et donc, je vois bien le chemin que j'ai fait de porter ouais. mon attention ou pas sur certains aspects et de gagner en souveraineté sur la réaction qu'il y a derrière. Donc, en ça, ça m'a permis de changer ma réalité de manière radicale. Ouais, radicale, même. J'entends, je sais pas pourquoi, je suis sur le mot respect. Il y a une sorte Mm. de volonté de te respecter, on est d'accord? Ah oui, de volonté, je sais pas s'il y a un mot plus fort que volonté, mais enfin, c'est un mot qui compte beaucoup pour moi. Euh, et c'est un détecteur. Enfin, voilà, donc ma caméra intérieure est branchée sur est-ce que telle ou telle situation me respecte ou pas, est-ce que cette relation me respecte ou pas, dans quelles conditions est-ce qu'elle pourrait me respecter, que j'ai même amélioré maintenant en utilisant le mot est-ce que ça m'honore, donc c'est un cran plus loin que le respect. Et c'est vrai partout dans le business, dans les relations perso, en famille, c'est est-ce que ça me respecte, est-ce que ça me respecte pas, et c'est un vocabulaire que j'utilise très facilement aujourd'hui.
Et c'est non négociable cette affaire-là. Enfin, je vois bien que j'ai passé une grande partie de mon enfance, de mon adolescence, ma vie de jeune adulte à faire des choix qui ne me respectaient pas, à subir des environnements qui me respectaient peu ou pas en fait, et à tolérer de m'y conformer. Euh, Aujourd'hui, c'est terminé. Et je le dis pas depuis un endroit où j'ai de la colère. Non, non, c'est terminé parce que c'est juste plus du tout recevable que ça puisse être le cas d'une manière ou d'une autre, quoi.